Chers téléspectateurs, bonsoir. Investi à Porto Novo le 6 avril 2016, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a dévoilé le même jour la liste de son gouvernement. 21 ministres composent cette équipe dans laquelle on retrouve Joseph Fifame Djogbenou, nommé garde des Sceaux et donc détenteur du portefeuille de la justice et de la législation. À 47 ans, le fervent acteur de la société civile s'est engagé, on s'en souvient, dans la vie politique en créant le parti Alternative Citoyenne, un mouvement citoyen qui s'est mué en un creuset politique pour le hisser sur l'estrade des présidentiables. C'est avec le garde des Sceaux, maître Joseph Djogbenou, que nous allons observer une certaine tradition, celle qui amène la presse à scruter les 100 premiers jours d'un gouvernement. Je ne serai pas seul dans cet exercice pour m'accompagner Thierry Ochou et Roméo Alitalo. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Renaud. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Maître Joseph Djogbenou, restons dans l'actualité pour parler un peu de ce concours dont la suite a défrayé la chronique et par rapport auquel le gouvernement a réagi. Il s'agit donc du concours de recrutement direct au profit du ministère de l'économie et des finances. Le gouvernement a tranché, les concours sont annulés. Comment est-ce que le gouvernement a pu prendre sur lui la responsabilité d'aller dans une telle direction? D'abord, le comment. Le comment, c'est à partir des constats et des plaintes reçues, le gouvernement a mis en place une commission en charge d'examiner ces plaintes et d'analyser, de proposer des solutions. Les résultats sont catastrophiques. Les résultats démontrent qu'il ne s'agit pas véritablement de l'organisation d'un concours. Il s'agit de l'attribution de titres pour entrer dans la fonction publique. Toutes les règles d'équité, d'égalité ont été violées. Toute la législation en vigueur dans le cadre de l'organisation des concours a été violée, non respectée. Nous avons observé, sur la base des résultats de la commission, que nombreuses sont les personnes qui sont déclarées admises alors qu'elles n'avaient pas composé. Nombreuses sont les personnes qui ont composé dans un secteur mais qui sont déclarées admises dans d'autres. Des personnes qui ont été déclarées inaptes au plan de la santé mais qui sont reçues finalement et ont été conviées à la formation militaire. Lorsque l'on fait le point et lorsque l'on considère que des actes de distraction des copies ont été accomplis et que, au-delà, les résultats que l'on a présentés sont beaucoup plus importants si la commission avait pu avoir accès à toute la documentation et à toutes les données, la solution la plus simple, la plus audacieuse, la plus juste, même si elle est difficile à l'égard de certaines personnes, c'est l'annulation du concours. Et c'est ce que le gouvernement a choisi de faire. Deuxièmement, de quoi s'agit-il? Il s'agit, ce que révèle ce concours, encore une fois, de l'état de déliquescence totalement avancé, de déclin moral à l'égard de certaines personnes faisant partie de l'élite. Il faut, avec beaucoup plus d'ardeur, s'y pencher. L'on est au nom de l'État fonctionnaire, l'on est au nom de l'État mandataire, c'est pour agir pour le bien de chaque citoyen. Le gouvernement ne l'a pas fait avec bonheur, parce que ce n'est pas avec bonheur qu'on présente à la face du monde que le gouvernement de la République a organisé un concours, lequel concours a été annulé, et d'autant par ailleurs difficile que le gouvernement a choisi de faire toute la lumière dans la totale transparence sur cette affaire. Donc voilà les conditions, voilà la méthodologie et voilà les résultats. Ce n'est pas chose agréable, mais c'est chose arrivée dans notre pays. Oui, mais justement, à ce niveau, certains diront qu'il est facile d'annuler un concours, mais il s'agira maintenant de séparer le bon grain de l'ivraie. Comment est-ce qu'on pourrait procéder aujourd'hui pour, disons, mettre ceux-là qui ont honnêtement composé, qui ont peut-être réussi, et d'autres qui ont été dans cette affaire-là, les fauteurs, ceux-là qui n'ont pas... Lorsque la part de l'ivraie est plus importante que la part du vrai, dans une situation,
c'est l'ivraie malheureusement qui l'emporte. Lorsque tout au plan de la législation, toutes les règles ont été violées, quelle que soit la hauteur d'esprit, l'honnêteté, et il y en a sans doute qui le sont, même si nous n'avons pas été en mesure de le démontrer, l'honnêteté de certaines personnes, malheureusement, ne peut être mise en exergue. Vous voyez, je vous donne un exemple. En ce qui concerne le concours de la douane, d'accès à la douane, vous savez que il y a une loi portant statut spécial des agents de police et corps assimilés qui a été adoptée avant l'organisation du concours. Or, cette loi a abrogé toute la législation en vigueur avant l'avènement de cette loi. Et c'est sur la base de la législation antérieure à cette loi que le concours a été organisé. Vous voyez, même sur le fondement juridique, il y a eu un vice, une irrégularité à laquelle on ne peut échapper. Et c'est pour cela que c'est avec, pour les jeunes qui sont de très bonne foi, c'est avec beaucoup de douleur qu'il faut le dire. Mais il faut le dire, il faut l'affirmer. Le concours a été mal organisé. C'est de la responsabilité des acteurs politiques, des acteurs publics, des fonctionnaires qui sont en charge de cette organisation. C'est à eux que l'État a confié le soin d'organiser ces concours dans de très bonnes conditions, en toute équité et en se conformant à la législation. Au-delà, je vous l'ai dit, de la législation, il y a des actes de fraude, il y a du faux. Vous savez que la fraude corrompt tout. Et l'on ne peut pas être dans un pays à cumuler les actes de fraude. Nous aspirons à une qualité de gouvernance dans ce pays. Nous voulons, nous souhaitons que les fenêtres soient ouvertes et que l'oxygène de la moralité puisse entrer dans notre pays. Vous voulez que nos équipes de football gagnent la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde? Mais comment peuvent-elles gagner la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde lorsque tout le terreau est faussé, lorsqu'il n'y a que de la fraude? Et pour cela, encore une fois, on ne peut que annuler ce concours et on ne peut que faire en sorte que les concours à venir, les compétitions à venir, le soient dans de très bonnes conditions. Je voudrais ajouter, pour conclure sur ce point, on a même excédé les postes auxquels on pouvait appeler les jeunes à compétir. Vous savez que nous sommes liés par certains engagements au plan international. Vous savez que nous sommes liés par certaines règles de gouvernance. Si vous avez 50 personnes dans ce ministère, vous ne pouvez pas du jour au lendemain en recruter 100. C'est ce qui s'est passé. En refusant de se conformer aux règles minima de gouvernance, le concours a été organisé avec sans doute des perspectives que nous n'avons pas encore eu l'occasion ni le moyen de détecter. Alors, monsieur le ministre, quand est-ce que ce concours sera relancé? Vous savez que, premièrement, nous avons observé que la législation en vigueur n'a pas été respectée. Deuxièmement, nous avons observé que même l'opportunité de l'organisation de ces concours, dans ces régies financières, cette opportunité peut être mise en cause, d'autant par ailleurs que l'on ne peut pas, comme je viens de le démontrer, du jour au lendemain, recruter plus de fonctionnaires qu'il en a encore en exercice. Et de ce point de vue, le concours sera organisé au moment convenu, dans la mesure de la demande de l'administration. Et tout cela sera fait dans la totale transparence. Et dans tous les cas, à l'avenir, il y aura une communication, une information suffisante à l'égard de nos concitoyens, de nos jeunes, qui sont en attente et qui sont en espérance. Mais nous aurons eu déjà l'occasion de leur démontrer que l'on n'a pas besoin d'attendre l'administration avant de faire sa vie. Nous sommes la parfaite illustration. On n'a pas besoin d'attendre l'administration. Le gouvernement actuel a l'ambition de démontrer aux jeunes que l'administration, l'entrée dans l'administration n'est pas, la solution, et la solution exclusive. Et d'ici à là, ils auront l'occasion de choisir. Et nous aurons aussi l'occasion de démontrer pour celles et ceux qui souhaitent entrer dans l'administration, que l'on va y entrer, non pas par faveur, mais avec ferveur, avec rigueur. Les ministres en charge de ces dossiers auront l'occasion de revenir. Alors, monsieur le ministre, est-ce que ce nouveau concours qui sera organisé est ouvert à tout le monde? Absolument. Même à ceux qui n'ont pas participé?
Le Conseil des ministres n'accompagnera pas. Le Conseil des ministres n'encouragera pas que celles et ceux qui ont commis des actes de fraude établis puissent demain être recrutés dans la fonction publique. Nous voulons une fonction publique responsable. Nous voulons des cadres, n'est-ce pas, ayant rempli les critères éthiques, de capacité, d'aptitude aussi, mais sur le plan de l'éthique. Et sur la base des éléments que nous avons, mon département a été chargé, n'est-ce pas, d'enclencher les procédures appropriées au moment où il le faut contre les personnes suspectées et mises en cause dans cette affaire. Oui, monsieur le ministre, en attendant le déroulement judiciaire de cette affaire, c'est vrai que Thierry Otou était en train de le dire tout à l'heure, il y a certains qui ont été déclarés admis de façon honnête et qui ont démarré en même temps avec la formation et qui sont actuellement aujourd'hui en attente de l'organisation de ce concours qui sera, comme le gouvernement l'a dit, réorganisé dans les prochains jours. Dans l'attente de ce concours-là, ne pensez-vous pas que c'est augmenter un tant soit peu le taux de chômage dans notre pays que de mettre ces jeunes, qui sont des centaines, des milliers, dans l'attente comme ça? Lorsque vous ouvrez votre porte à la fraude, vous êtes exposé à pourrir l'intérieur. Et ce n'est pas régler la question du chômage que d'admettre, d'approuver, de consolider des concours qui ont été organisés frauduleusement. Ce n'est donc pas la question du chômage qui est réglée par ce concours-là. C'est, au contraire, c'est le chômage qui est renforcé. C'est le chômage qui est renforcé. Et comment le chômage est-il renforcé? C'est recruter des personnes qui n'ont aucune aptitude. Aucune aptitude. C'est recruter des personnes sur la base de considérations qui ne sont pas objectives, qui sont subjectives. C'est rompre l'égalité. C'est donner aux citoyens de ce pays, de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui sont en attente de la manière la plus loyale de construire dans la résignation, de considérer que rien n'est possible lorsque l'on n'a personne au gouvernement, lorsque l'on n'a personne aux affaires. C'est augmenter le chômage. Et ce chômage, par voie de résignation, c'est construire la mort de milliers de gens. Quand on est résigné, la seule issue, c'est la mort, c'est la disparition. Et c'est ce à quoi nous voulons faire face. Nous voulons arrêter cela. Arrêter, annuler ce concours, c'est semer les gemmes de l'espérance. Considérer que lorsque l'on a le minimum, la capacité nécessaire, les aptitudes nécessaires, et que même si l'on n'a personne nulle part, eh bien on peut réussir dans le pays dans lequel on est des citoyens, on peut réussir à des concours. Et cela, nous allons le démontrer. Voyez-vous, nous allons le démontrer. Vous savez, pour nettoyer une maison, il faut aller au moins chercher le balai. Il faut aller chercher les nettoyants. Il faut prendre des dispositions. Nous voulons nettoyer la maison, afin que chacun puisse y rester et profiter de la propreté que nous allons restaurer. Alors, Maître Joseph Diogbenou, pour nettoyer la maison, il va falloir connaître là où se trouve exactement la saleté. Sans doute, il y a des instigateurs derrière cette fraude-là qui a été brandie par le gouvernement, mais le communiqué du Conseil des ministres est resté muet sur ceux-là qui pourraient être poursuivis dans ce dossier-là. Comment est-ce que ça va se passer finalement? Premièrement, le dossier sera géré encore une fois en toute transparence. Tous les actes, toutes les personnes qui ont été identifiées par la commission, toutes ces personnes feront l'objet de mesures et de procédures. Première, deuxièmement, mesures et procédures, d'abord administratives. N'est-ce pas? Les conseils de discipline, les poursuites disciplinaires seront lancées à l'encontre des responsables qui ont conduit de milliers de personnes dans ces actes, dans l'accomplissement de ces actes. Ensuite, les procédures judiciaires au moment où il le faut. On va les initier et les engager. Alors, nous allons changer de sujet, si vous le permettez. Maître Joseph Diogbenou, on peut le dire, votre nom est resté à jamais rattaché à ce rapport, le rapport délivré par la commission éponyme, la commission Diogbenou, qui a travaillé et qui a remis son rapport au président de la République. Je parle de la commission qui a statué sur la constitution béninoise du 11 décembre 1990, une constitution à toiletter. Parlez-nous un peu déjà de l'ambiance qui a prévalu lors des travaux de cette commission. D'abord, je voudrais dire que c'est avec beaucoup de bonheur et d'enthousiasme que lorsque le président, il a plu au président de la République de nous confier cette mission, nous l'avons acceptée. C'est avec autant de bonheur et d'enthousiasme
que lorsque au sein de la commission, les commissaires ont accepté de faire ce travail sous notre, je ne dirais pas notre direction, notre modération, notre régulation des débats, nous l'avons aussi fait. Lorsque le président de la République, à la suite de la compétition électorale, la campagne électorale, a émis des idées sur le modèle politique béninois, il lui a paru, lorsqu'il a été élu président de la République, que la qualité, il a considéré que la qualité d'un homme politique, c'est de donner suite à ses promesses. Les promesses politiques n'engagent pas seulement ceux qui les croient. Les promesses politiques engagent ceux qui font les promesses. Le président de la République, dans le débat que nous avons animé et sur lequel nous avons fait la campagne électorale, s'est engagé à réformer le modèle politique béninois. Et lorsqu'il a décidé en tant que président de donner suite à ses engagements, il a décidé de soumettre ses propositions à l'avis de commission. C'est chose redoutable, vous le savez, que de ne pas soumettre ces propositions alors qu'on a la capacité, qu'on a les prérogatives de le faire à un cabinet, public ou privé, à un conseil juridique, à un ministre de la Justice, à des conseillers spéciaux. C'est chose redoutable que de dire que ces avis seront recherchés sur les propositions que l'on fait et que l'on a formulées auprès de personnes dont on sait, par hypothèse, que toutes ne partagent pas les mêmes vues. Le président de la République a pris la décision courageuse, même si elle est redoutable, de dire que ces propositions sur lesquelles il a fait la campagne électorale, il va soumettre ces propositions à une commission ouverte. Oui, mais à ce niveau, je ne veux pas vous interrompre, mais à ce niveau, il y a certains quand même qui ont critiqué la composition de la commission. Certains ont estimé que lorsque le chef de l'État désigne des personnalités pour statuer sur une question, a priori, on sait à peu près la direction, l'orientation dans laquelle on va. Je voudrais vous dire, afin que les téléspectateurs et les auditeurs prennent la mesure de la démarche du président de la République. Premièrement, pour constituer la commission, il interroge les partis politiques, les groupes politiques. Demande aux groupes politiques, aux partis politiques, de proposer les personnes. Il n'a pas désigné les personnes. Ce sont les partis politiques qui ont désigné les personnes. D'ailleurs, il a fait reproche dans l'opinion à la commission d'être une commission d'avocats, de magistrats. Ces avocats et ces magistrats n'ont pas été désignés par le président de la République. Par les partis politiques, j'en donne quelques noms. Par le PRD, par la RB, par l'Union fait la nation, par les groupes politiques autour de certaines personnalités que vous savez. Diavon Sébastien, Abdoulaye Biotchani, Pascal Irénée Koupaki, par des associations de la société, par des groupes professionnels, le barreau, qui n'a désigné qu'une personne, il faut que cela se sache, l'UNAMAB, qui n'a désigné que 2 personnes. Donc, premièrement, ce n'est pas le président de la République qui a désigné directement les personnes. Deuxièmement, on comprend bien que chacun veuille faire partie de la commission. C'est tout à fait normal. Même si, et je reviendrai là-dessus, quant à la nature, quant aux fonctions de cette commission, il n'était pas possible d'ouvrir une conférence nationale bis. Mais le président de la République a considéré que la commission ne doit pas être une commission assez étendue dans sa composition. Et c'est pour cela qu'il a pris la décision de ne solliciter que de certains groupes et acteurs politiques. Et bien entendu, lui-même, il a pris soin. Lorsque nous avons reçu les personnes désignées par ces groupes politiques, il a été nécessaire pour le président de la République
d'y introduire et d'y insérer certaines personnalités pour assurer un équilibre au niveau des idées et au niveau de la présence au plan national. C'est ce qui a été fait et finalement, nous en sommes arrivés à 35. Premièrement. Deuxièmement, quelle est la nature de la commission? La nature de la commission. Une commission consultative. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le président a pris la décision de réformer la justice. Il a dit dans la campagne. Donc il ne demande pas à la commission, il ne pose pas à la commission la question de savoir, faut-il réformer la justice? Il ne pose pas une question à la commission. Cette question, il l'a posée à celles et ceux qui l'ont accompagné dans la campagne électorale. Il a pris une décision. Il soumet au peuple la décision. Il est élu sur la base de cette proposition. Il invite des personnalités réputées, suivant les canaux que je viens d'indiquer, de lui dire quelles pourraient être les modalités, quels pourraient être les inconvénients, quels pourraient être les avantages, quelle est l'architecture qu'on pourrait mettre en place, quelle est leur opinion sur cette position. La commission a une nature consultative. Et lorsque j'apprends de certains dire que la commission n'a pas pris de décision, vous voyez ma surprise. Évidemment. Oui. Vous allez finir rapidement. Je finis sur ce point. Vous allez répondre, vous allez demander à cette commission, à ces personnes, depuis quand une commission prend des décisions. Une commission qui a une nature consultative émet un avis. Et très tôt, lorsque nous avons réuni la commission, et pendant tout le temps que les travaux ont duré, nous n'avons de cesse d'indiquer que la commission a une nature consultative. Le vrai organe de décision sur ces questions, en passant par l'Assemblée nationale, c'est le peuple béninois qui décide. Donc la commission émet des avis. Par rapport au mandat unique, certains estiment que la question a été tranchée, qu'il y a une décision qui date de 2011, qui a exclu du champ de la révision le mandat unique. Premièrement, parlant de la décision de 2011, si vous cherchez l'unanimité autour de l'interprétation de cette décision, réunissez tous les constitutionnalistes que vous savez et demandez-leur de vous donner un avis unique. Il n'y a pas d'avis unique là-dessus. Deuxièmement, vous savez ce que la Cour constitutionnelle a dit. Dans quel contexte elle a dit? Dans le contexte où nous craignons tous qu'il y ait un troisième mandat. Lorsque la Constitution elle-même dit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. » La même Constitution ne peut pas se refuser à dire que nul ne peut faire plus d'1 mandat. Voyez, sur simplement l'appréciation syntaxique, sur simplement l'analyse linguistique, sur simplement la lecture littérale, qui peut le plus, peut le moins. Ça, c'est pas... il ne faut pas chercher à être scientifique avant de comprendre ça, je l'espère. Qui peut le plus, peut le moins. La Constitution qui a dit qu'on peut faire 2 mandats, le souverain qui a dit qu'on peut faire 2 mandats, ce souverain peut admettre qu'on puisse faire un seul mandat. Ce que la Cour constitutionnelle dit. Il pourrait y avoir une évolution jurisprudentielle. Ce que la Cour constitutionnelle, ce que la Cour constitutionnelle prohibe, ce sont les mandats qui sont au-delà de ce que le plafond que la Constitution a prévu. Mais ces débats-là, nous aurons davantage l'occasion de le faire. Mais si le politique choisit, c'est une autre question, le politique choisit de renoncer au mandat unique, de préférer les 2 mandats, ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle aura empêché que l'on puisse s'engager sur le terrain du mandat unique. Et donc on n'a pas besoin d'arguments ou d'artifices juridiques avant de réaliser que qui peut le plus peut le moins. Justement, monsieur le ministre, pensez-vous qu'on puisse aujourd'hui amener le chef de l'État à oublier cette idée de mandat unique? Vous êtes les conseillers du ministre de la Justice. Je vous soumets une question. Vous avez l'obligation de me dire, sur la question, voici les avantages, voici les inconvénients. Sur la situation actuelle, voici les avantages, voici les inconvénients. Il appartient aux politiques de trancher. Quand vous dites,
la commission n'a pas d'avis unanime sur cette question, mais sur quoi la commission a un avis unanime? Ouais, dites-nous, puisque vous avez travaillé. Je vous le dis, Oui. vous ne pouvez pas réunir 35 personnes, personnalités, de réputation avérée, et leur dire, même pour la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il y a eu un avis unanime. Vous leur dire, même sur la Cour des comptes, qu'il y a un avis unanime. Pour leur dire, sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qu'il y a un avis unanime. L'avis, c'est l'opinion que l'on a sur une question que l'on pose à soi-même. Et cet avis doit être complet. Cet avis est constitué des aspects que l'auteur de la question n'a pas perçus et que l'on ajoute à l'avis. Sur la question du mandat unique, Oui, monsieur le Est-ce qu'il y a ministre. eu un consensus autour de cette question? ça fait, le président de la République, en soumettant la question à la commission, ne recherchait pas un consensus. Quelle est votre opinion? Quel est votre avis sur la question? Je vais vous dire. Oui, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau sur cette décision, Alors, sur le mandat unique? Parce qu'on sait que c'est une question qui tient beaucoup à cœur au chef de l'État. Qu'est-ce que la Commission a apporté de nouveau sur cette idée-là? premièrement, c'est pour la première fois dans notre pays, la proposition a été faite. Donc le nouveau, vous allez l'enlever. Puisqu'il n'a jamais, aucune commission ne s'est penchée sur la question du mandat unique. C'est une volonté, c'est un vouloir du président de la République. Et ce que nous avons apporté, c'est justement cela. C'est avec les commissaires de dire quels sont les avantages certains du mandat unique, de dire quelles sont les appréhensions possibles du mandat unique. Et pour permettre au gouvernement de faire un choix lucide, un choix de rigueur. Et pour permettre à celles et ceux politiques qui vont soutenir le projet d'avoir les arguments les plus pertinents. Alors les avantages, parlons-en. Les avantages, parlons-en. Je ne me permets pas de m'étendre sur la question. Pourquoi? Quelques avantages. Je vais le Tout au dire. moins, Je vais quelques le dire. avantages. Je vais le dire. Oui, allez-y. Je vais le dire. Mais vous n'allez pas essayer de me convaincre de ce que nous ne sommes pas encore dans la campagne autour de cette question. Parce que nous allons y arriver. Absolument. Premièrement, vous considérez que la gouvernance dans un pays est liée au mode de fonctionnement politique, est liée au modèle politique. C'est le modèle politique qui est le moteur de la qualité de la gouvernance. Vous considérez le contexte africain. Nous avons un modèle présidentiel auquel nous ne touchons pas. Ce modèle présidentiel confère au président de la République l'essentiel des pouvoirs. Vous savez que le président de la République du Bénin a plus de pouvoir dans la réalité que le président des États-Unis. Aujourd'hui, lorsque le président de la République décide de nommer les membres à la Cour constitutionnelle, il le fait d'autorité. Lorsque le président des États-Unis décide d'envoyer une personnalité à la Cour suprême, il passe par le Congrès. Lorsque le président de la République du Bénin décide de désigner le responsable de service de renseignement, Bénin, il le fait d'autorité. Lorsque le président des États-Unis envisage de le faire, il passe par le Congrès. Nous avons un modèle présidentiel renforcé qui donne à un être humain l'essentiel des pouvoirs. Nous avons un modèle présidentiel qui stimule l'être au lieu de stimuler les institutions, qui renforce l'homme au lieu de renforcer les institutions. Nous avons un modèle présidentiel dans lequel les partis politiques sont en déliquescence. Il n'y a pas de démocratie sans renforcement des partis politiques. Nous avons des individus au lieu d'avoir la société. Alors, installons les barrières alors. Je vous en prie. Installons les barrières. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie. On ne procède pas ainsi depuis 25 ans. On ne procède pas ainsi. Quand on veut se soigner, il faut faire le diagnostic exact des maux dont on souffre. Vous l'avez fait. Alors, quand on fait le diagnostic, on considère que, premièrement, on ne va pas toucher au modèle politique. On ne va pas toucher au régime, la nature du régime, au régime présidentiel. Mais, lorsque le président de la République a la possibilité de rester au pouvoir pendant une durée qui est plus que de raison, vous voyez ce que nous constatons. Vous voyez les concours, on vient d'en parler. La possibilité même d'avoir une préance très forte, même sur les élus locaux, même sur le plus humble des fonctionnaires, l'incapacité des acteurs publics et des acteurs privés de discuter,
de contredire, de résister. La culture de la soumission, elle est renforcée lorsque celui qui incarne le pouvoir politique dure à la présidence de la République. Et vous dites, je suis d'accord, double mandat, ça c'est sans doute des qualités, des avantages. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il faut préférer la formule entre deux biens, faut-il chercher le meilleur ou entre deux mots, le moindre? Alors, les appréhensions par rapport au mandat unique, quelques mots, enfin, quelques appréhensions. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. On a parlé des avantages, parlons un peu des appréhensions. Qu'est-ce qu'on soulève souvent comme appréhension? On dit, ben, écoutez, nous pouvons avoir un président vraiment formidable, vertueux, un président qui règle tout, superbement intelligent. D'accord, c'est ça. Et que quand nous venons dans un mandat unique, eh bien ce président, malheureusement, va partir comme une étincelle. Et le pays va regretter. D'accord. On va dire, au sens du phénomène, que c'est un inconvénient. Ça, c'est le phénomène. C'est un phénomène. C'est apparent. Parce que vous allez réaliser que sur un siècle, combien de présidents vertueux vous aurez? Combien de présidents lumineux vous aurez? Nous devrons partir de l'hypothèse que l'homme ou la femme qui est porté au pouvoir est un homme ou une femme de moralité moyenne, de capacité moyenne, de compétence moyenne. C'est l'hypothèse de base. C'est-à-dire, permettez-moi de vous choquer un peu, c'est un homme ou une femme vilain, totalement, mafieux, totalement, incompétent, totalement. Lorsque vous partez de cette hypothèse, vous êtes raisonnable. Vous pouvez prévenir. Alors si vous partez de cette hypothèse, faut-il laisser l'homme ou la femme vilain au pouvoir plus de 5 ans, ou faut-il faire en sorte que très rapidement, s'il se révèle qu'il est homme ou femme en incapacité de gérer le pays, faut-il ne pas avoir l'espoir que d'ici à là, il sera remplacé? Là, les électeurs auront le choix quand le mandat arrivera à terme. Les électeurs ont toujours eu le choix et vous allez faire l'expérience dans tous les États de l'Afrique. Nous sommes en Afrique. Vous allez voir dans combien de cas les électeurs ont considéré qu'un président de la République ayant effectué un premier mandat et ayant mal géré peut être sanctionné. Combien de sanctions? Combien de sanctions? Soglo, vous n'allez pas le citer parce que ce n'est pas sur les actes de mauvaise gestion. Combien de sanctions? C'est en réalité, vous dites quelque chose que nous pratiquons déjà, le mandat unique. Les 10 ans sont un mandat unique de fait. Les 10 ans sont un mandat unique de fait. Dans notre culture, dans notre psychologie, quand un président de la République vient au pouvoir pour un mandat, nous disons il faut le laisser finir ces 2 mandats. C'est un mandat unique de fait, mais chargé économiquement, chargé sociologiquement, chargé politiquement, puisque à mi-mandat, il faut que le pays expose les ressources pour faire en sorte que celui-là puisse rester pour faire les 10 ans. Alors, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Mais Joseph Diabonou, si vous le permettez, si vous écoutez certains bénévoles sur la question, ils vous diront tout simplement qu'un président qui a un mandat unique n'a vraiment pas de compte à rendre aux populations. Si tel est que son mandat finit, il n'a pas à renouveler, il n'a pas à solliciter un autre mandat, eh bien, il finissait 5 ans. Les solutions qui sont proposées par la Commission et les solutions auxquelles pense le gouvernement permettront d'apporter ce que vous n'avez pas qualifié et qui pourrait être considéré comme sanction politique. Il faut premièrement, puisque nous allons renforcer le système partisan. Vous voyez, la question du mandat unique n'est pas désincarnée, n'est pas déstructurée. C'est lié au renforcement du système partisan. J'ai commencé par dire, au lieu de célébrer un homme, il faut célébrer les institutions. Il faut renforcer le système partisan. Il faut équilibrer les autres contre-pouvoirs. Il faut les renforcer davantage. Et donc, nous considérons que, par exemple, les élections générales ne vont pas coïncider avec l'élection du président de la République. De sorte que les présidents de la République que nous aurons, sous le régime du mandat unique, si ce mandat-là était, si cette possibilité était admise, eh bien, que les partis politiques duquel ou desquels
le président de la République est malheureux, ces partis politiques, s'ils vont aux élections générales, ils peuvent être sanctionnés si le président se comporte très mal. Pourquoi? Parce que considérez quand même que quand le président de la République, Patrice Talon, dit « je ne vais que faire un seul mandat », considérez quand même que ceux qui sont autour de lui ne sont pas dans l'aspiration d'arrêter leur vie politique avec le président de la République. Ça, c'est une expérience de mandat unique que nous faisons. Cela voudrait dire quoi? Si, dans votre hypothèse, il fait tellement mal, il ne considère que ce que lui veut, il plombe le pays, vous allez considérer, vous allez admettre que celles et ceux qui sont autour de lui vont se noyer, accepter de se noyer politiquement. Le meilleur contrepoids dans un système de mandat unique, c'est l'entourage politique du président de la République. De sorte que, eh bien, ce corps politique, ce personnel politique, cette composante politique, tendue vers sa survie politique, veille à ce que vous croyez ne puisse arriver. Le débat va se poursuivre. Thierry Ojouk. Alors, mais, monsieur le ministre, nous allons comprendre simplement que le contenu de ce rapport, les avis de tous ceux qui sont restés dans la commission, ces avis s'accordent avec les avis du gouvernement ou du président Patrice. Je voudrais vous dire que pour l'essentiel, la commission a bien apprécié et bien compris les positions du gouvernement. Je dis pour l'essentiel. Je veux à la vérité dire que au sein de la commission, il y a des chapelles politiques. Et c'est tout à fait normal. Il y a des chapelles politiques. Je ne peux pas demander politiquement, ni moralement, aux Foscori pour un Bénin émergent, de soutenir les opinions totalement du président de la République. Si je vous le disais, je n'aurais pas été rigoureux au plan intellectuel. Et donc, mais pour l'ensemble, les options faites par le président de la République ont été appréciées, les avis ont été fournis. Il appartient maintenant au président de la République et son gouvernement de faire le choix le plus approprié et de soutenir ce choix. Ce qui est sûr, le débat aura lieu. Le temps passe très vite. Nous allons peut-être poser une dernière question avant de fermer ce sujet et remonter sur les sujets qui nous restent. Monsieur le ministre, ce qui est resté dans l'esprit de certains Béninois, c'est aussi cette bagatelle de 10 millions de francs CFA qui aurait été déboursée pour chacun des membres de la commission. Il y en a eu 35, je parle sous votre contrôle, alors que nous sommes dans un contexte marqué par l'austérité. Quelle est la vérité dans cette affaire? D'abord, le mot bagatelle. Nous l'utilisons souvent mal à propos, parce que la bagatelle, en dépit de ce que le son indique, mais ça, ce n'est pas quelque chose de très grand. La bagatelle, c'est quelque chose de très peu. Mais ce n'est pas rien non plus. Ce n'est pas rien non plus, j'en conviens. Deuxièmement, lorsque le président de la République a souhaité nous confier cette mission, nous lui avons indiqué que dans le délai qui est le nôtre, les personnalités que nous avons dans la commission, que nous pouvons accomplir cette mission que si nous avons les moyens. Et les moyens doivent être conséquents. Parce que c'est remplir le cahier des charges en un mois. Parce que c'est assurer la disponibilité totale des commissaires. Parce que c'est faire en sorte que les avis attendus puissent être livrés au moment auquel le président de la République les attendait. Et nous sommes heureux qu'il ait accepté de mettre à notre disposition les moyens qu'il faut. Ce que vous avez dit est vrai. Est vrai. Nous avons considéré que les moyens suffisants qui auraient pu être mis à la disposition de la commission, eh bien, pourraient être à la hauteur de ce que vous indiquez. Et donc, nous avons mis à la disposition de la commission ces moyens. Et ce n'est pas seulement à cette occasion que nous sollicitons des moyens aussi importants à la vue des Béninoises et des Béninois. Je veux vous dire que nous sommes en train actuellement d'étudier la loi sur le partenariat public-privé. Parce que nous voulons une loi pertinente, efficace. Nous avons utilisé les relations qui sont celles institutionnelles pour faire venir un expert étranger afin de nous renforcer. Je ne veux pas vous dire le coût que cela auquel nous avons été exposés. Et donc, sur des sujets, sur des questions précises, le Bénin, le gouvernement doit, avec
beaucoup d'audace, de rigueur, accepter de mettre les moyens qu'il faut afin que les personnes identifiées pour accomplir une mission le fassent en toute sérénité. Nous l'avons fait et nous l'assumons. Et je voudrais, de ce point de vue, dire à vos téléspectateurs, à nos concitoyens, que ce n'est pas parce que le montant, dans le contexte qui est le nôtre, peut paraître excessif, qu'il ne faut pas que le contribuable puisse en souffrir. La question, elle est majeure. Les solutions auxquelles le président de la République s'attend et que le peuple s'attend, ces solutions sont des solutions importantes et nous nous engageons à faire en sorte que cela se fasse en toute sérénité, en toute conscience et en toute connaissance de cause. Oui, Monsieur le ministre, nous allons à présent nous départir un peu de la commission chargée des réformes institutionnelles et politiques et parler plutôt du secteur dont vous avez la charge. Je veux parler du secteur judiciaire. On sait que les greffiers sont actuellement en grève et les magistrats étaient également sur le point de déclencher un mouvement de grève. Plus de 3 mois déjà que vous avez pris les rênes de ce département ministériel. Dites-nous, quelles sont les dispositions que vous prenez pour essayer, un temps soit peu, de gérer la fronde dans le système judiciaire béninois? Vous savez, lorsque vous sentez quelques bruits dans votre ventre, il ne faut pas essayer d'étouffer le bruit. Ça vous donne la preuve que vous vivez. Nos administrations, et surtout l'administration de la justice, ne peut pas évoluer si l'on ne sent pas quelques voix, quelques bruits. Mais ce sont les justiciables qui en paient les frais. J'en conviens, ici comme ailleurs. Cela dit, au moment où vous me recevez, les mouvements au niveau de la justice sont à leur terme. Par les informations qui me reviennent, de quoi s'agit-il? Quel est le département? Dans quel département sommes-nous? Département de la justice. Département de la justice, c'est environ 240 magistrats, dont 188 en exercice, dans nos différentes juridictions. Le département de la justice, c'est la cour d'appel de Parakou, avec seulement 2 magistrats. Le département de la justice, c'est la cour d'appel d'Abomey, avec seulement 1 ou 2 magistrats, avec un parquet général sans magistrats. Le département de la justice, c'est sur 28 tribunaux, 14 seulement fonctionnaires. Le département de la justice, c'est une dette colossale alimentaire en ce qui concerne nos centres pénitentiaires. Quand je suis arrivé, plus de 2 milliards de dettes. C'est-à-dire que l'État n'arrive plus à nourrir les détenus. Le département de la justice, c'est une surpopulation carcérale excessive. Le département de la justice, avec ses spécificités, il ne faut pas toucher aux magistrats. On ne touche pas. On ne peut pas les redéployer comme les autres fonctionnaires. Le département de la justice, c'est tout ça, sans exception des services judiciaires. Et comment s'y prendre, monsieur? Avec les greffiers, 150 à peine greffiers. Alors comment s'y prendre? Premièrement, renforcer. Renforcer, recruter du personnel. Renforcer, c'est faire en sorte que le statut des différentes composantes soit amélioré. Vous voyez un magistrat aller à la retraite avec autour de 300 000, 250 000, 300 000. Autour de 250 000, 300 000. Et vous avez chaque jour à lui poser des questions sur des centaines de milliards. À lui demander de faire des recherches. À demander de lui qu'il soit indépendant. Et quand vous parlez, vous, d'indépendance, et nous, citoyens, quand nous parlons d'indépendance, il y a une absolue neutralité, c'est-à-dire que nous devons considérer que le magistrat n'a pas de chair, n'a pas d'os, ne sue pas, ne va pas aux toilettes. C'est Dieu sur terre, totalement indépendant, mais sans les moyens. Alors nous sommes engagés dans ces réformes-là. Renforcer la justice et réformer la justice. Nous venons d'en parler. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Le programme de réforme, la centrale, c'est la justice. Faire en sorte que la justice, à travers la Cour suprême, dont le président ne sera plus désigné par le président de la République, mais élu par les magistrats, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, qui sera renforcé, étoffé, à travers les juridictions,
à travers les cours d'appel, nous sommes en train, avec le président de la République, de prendre les mesures pour assurer la stimulation particulière et spécifique des conseillers dans nos cours d'appel. Ouais. Et puis, mesure très urgente que nous sommes en train de prendre, c'est le redéploiement du personnel au sein de nos différentes juridictions, afin que la justice fonctionne normalement. Mais je ne vous dis pas, je ne peux pas dire devant nos concitoyens que c'est chose facile, c'est chose délicate, c'est chose difficile. Et je voudrais dire que si un ministre de la Justice finit par réussir le redéploiement, ne serait-ce que le redéploiement du personnel magistrat, il aura fait encore une autre thèse. Et nous sommes en train, j'espère que nous allons réussir. Les 12 travaux d'Hercule sont devant nous. Monsieur le ministre, retenons tout simplement que la lenteur, c'est la chose la mieux partagée dans l'entité dont vous avez la tutelle. On le sait, il y a des détenus qui passent plus de temps dans les milieux carcéraux et qui sortent bien après, alors que pour le procès est vidé, c'est peut-être 2 ans, mais ils en ont déjà fait 10. Ces questions-là, même avec les moyens, comment est-ce qu'on peut les surmonter? On va les surmonter, mais on ne va pas les surmonter, il faut être réaliste. Il faut que nos concitoyens sachent que, il faut que le contribuable sache qu'il doit souffrir de renforcer considérablement la justice. Je vous ai dit, à Abomey, il n'y a pas de procureur général, il n'y a pas de substitut généraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une personne à la prison civile d'Abomey, dont le cas a été examiné par un juge d'instruction, liberté, et qu'il interjette appel sur la décision de détention, il faut quand même un substitut ou un procureur général pour soutenir devant la chambre des libertés de la détention de la cour d'appel d'Abomey. La cour d'appel elle-même d'Abomey qui ne comprend qu'un seul ou 2 magistrats. Si nous n'avons pas ça, toutes nos règles, tous nos principes ne seront que de vaines proclamations. Nous pouvons considérer devant l'opinion publique, l'opinion internationale, que nous avons toutes les règles de protection des droits humains. Nous n'avons pas les ressources humaines qu'il faut. Et c'est pour cela que, très rapidement, nous avons entrepris de trouver des solutions de ce point de vue et que nous allons, avec les partenaires, à la fois techniques et financiers, mais les partenaires internes, publics, les partenaires privés, avec le gouvernement, nous allons essayer de procéder au recrutement en qualité et en quantité, afin que nous puissions être relativement soulagés. Mais la question de la justice, c'est une question qui doit être inscrite dans la durée. La solution doit être inscrite dans la durée. Mais si nous n'avons pas de justice fiable, responsable, présente, nous n'aurons pas de sécurité. On n'a pas parlé de la vie populaire. Et l'illustration vient là. Si nous n'avons pas de justice présente, nous n'aurons pas de sécurité. Et les populations vont considérer qu'elles ne sont pas secourues. Je voudrais, de ce point de vue, dire que la justice, dans son état actuel, fait l'effort, redoublera davantage d'efforts, avec l'accompagnement du gouvernement, pour apporter les solutions qu'il faut, très rapidement, et de la manière la plus forte possible. Oui, mais le discours est là. Mais comment est-ce qu'on peut convaincre des populations qui n'ont d'autre choix que de se faire justice? Le diagnostic est essentiel. Nous partageons le diagnostic. Mais je prie vous qui êtes des communicateurs de ne pas laisser dans l'opinion des éléments de justification. Je vous le dis comme je le pense et comme je le vis. C'est quand vient l'heure de s'asseoir qu'on reconnaît l'utilité des fesses. Vous enlevez votre cravate, si belle, votre tenue, vous mettez un bomba. On ne va pas caricaturer, vous mettez, vous mettez un bomba. Vous trouvez à côté de quelqu'un qui commence par dire olé olé. C'est peut-être votre tour. Il faut éviter cela. Il faut l'affirmer avec force que nul ne doit se rendre justice. Au même moment, il faut voir le curseur de la sécurité. Bien sûr, l'État est conscient de sa responsabilité. Le gouvernement est conscient de sa responsabilité. Conscient de sa responsabilité. Nous savons les souffrances de nos populations du fait de la non-présence à la fois de la justice en tant qu'organe, de la justice en tant que personne, en tant que ressources humaines. Nous sommes conscients. Et cela sera corrigé. Mais pour autant, il faut résolument que nous admettions, que nous confirmions, que nous renforcions le fait
vraiment que nul ne se rende justice. Voyez, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est celui qui est véritablement suspect qui commence par crier le premier. Et c'est l'homme innocent, c'est la femme innocente. Et elle est toujours pauvre, cette femme-là. Toutes les personnes qui sont brûlées. Combien, voyez-vous, ont un véhicule? La pauvreté, c'est l'indigence. Et ce sont ces personnes qui sont victimes de ces actes de vindicte populaire. Ça, notre société, au-delà de l'État, a l'obligation d'avoir, je veux dire, de la retenue. La colère de la population, nous acceptons de prendre cette colère. Moi qui suis au gouvernement, j'accepte de prendre cette colère. J'accepte d'être lynché à la place de ces pauvres gens. Il faut, si vous le voulez, lyncher le ministre de la Justice que je suis. Mais pas des personnes innocentes. Il m'appartient, il me revient à moi d'apporter les solutions qu'il faut. Et c'est le sens de notre engagement à servir le citoyen. Parce qu'il n'y a pas de solution que nous ne sommes pas des responsables. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Mais pour autant, il faut faire en sorte que les citoyens ne puissent... Et voyez comment ça se passe. Le carburant avec lequel on brûle les gens, ce sont les carburants frelatés, acquis dans la fraude. Tout se passe dans la fraude qui brûle le suspect. Monsieur, ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux encouragent un peu le phénomène? Je ne vous le fais pas dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il interdire les réseaux sociaux? Ce n'est pas ma position, ce n'est pas la position du gouvernement. Faut-il commencer dans les réseaux sociaux à sélectionner des gens et à les sanctionner? Il faut être très prudent. Parce que c'est aussi un espace de liberté. Et s'il n'y avait pas cette liberté, nous ne serions pas là. C'est parce que nous sommes là que nous allons éteindre la flamme de la liberté. Ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons demander, c'est la responsabilité. Nous saluons, mais vraiment, avec énergie, la professionnalisation de certains sur les réseaux sociaux. On a véritablement des professionnels sur les réseaux sociaux. Il faut que la législation accompagne ça. Il faut que le gouvernement accompagne ça. C'est dans la professionnalisation qu'il y a l'élévation de la responsabilité. Et de ce point de vue, il faut encourager cela. Le gouvernement ne va pas accomplir des actes d'interdiction, des actes de prohibition, mais seulement la responsabilisation. Et je pense qu'avec beaucoup d'efforts, nous parviendrons à avoir des animateurs des réseaux sociaux qui soient conscients de ce que, comme eux-mêmes refuseraient de rentrer à la maison et de voir l'un de leurs enfants dire qu'on a trouvé un corps de leurs parents dans la rue, eh bien qu'ils ne le fassent pas pour les autres. Oui, monsieur le ministre, on ne va pas encourager la vindicte populaire ici, mais qu'est-ce que le gouvernement propose à une population qui se voit en face d'une insécurité galopante et d'un secteur judiciaire qui est constamment en grève? Qu'est-ce que le gouvernement propose à cette population-là? D'abord, le gouvernement ne va pas tuer la liberté syndicale. Ce serait de manière complaisante si je vous dis que nous allons faire l'effort qu'il n'y ait pas beaucoup de grèves. Ce à quoi le gouvernement, les efforts que le gouvernement fournit, c'est que les causes des manifestations puissent être réduites, ces causes-là. Que la satisfaction des revendications puisse être réelle. Que la concertation avec les différents acteurs puisse être permanente. Deuxièmement, que les recrutements soient conséquents, soient performants. Que la présence de l'État soit réelle. Nous ne venons que de faire à peine 100 jours. Nous apportons au quotidien les réponses qu'il faut. Au quotidien. Il n'y a pas de jour où la préoccupation ne soit pas exposée, soit en comité restreint, soit en conseil des ministres, en tout cas à la connaissance du président de la République. Les consultations, les solutions, pas les consultations, sont préconisées. Et je voudrais rassurer nos compatriotes sur le fait que rien de grave, d'important ne sera reproché à la justice les jours à venir. Alors, on dit, lorsqu'il y a respect des décisions de justice, ça attire l'investisseur, ça attire tous ceux-là qui s'intéressent à un pays démocratique. Quelle est la garantie que vous donnez pour dire que le gouvernement béninois est exempt de tout reproche et respecte véritablement les décisions de justice? Aussi bien dans le présent que dans l'avenir, le gouvernement, le président de la République, le garde des Sceaux, le gouvernement entier ne seront pris à défaut
sur l'exécution des décisions de justice. Pas une seule fois. Vous avez soulevé des cas. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'incompréhension, de malentendu, que de refus obstiné du gouvernement à l'exécution d'une décision de justice. Sur la première situation, observez bien que c'est une ordonnance rendue par un tribunal, le tribunal de Porto-Novo. Que sur cette base-là, l'État qui assure qui garantit, l'État garantit, ce n'est pas l'État qui exécute. Nous avons eu l'occasion de le dire. Celui qui garantit, c'est celui qui renforce la personne qui demande l'exécution. Vous n'aurez pas observé que dans cette affaire, nulle partie est demandé aux huissiers d'exécuter la décision et l'État a dit à un huissier de ne pas exécuter. Est demandé à un agent, à force de sécurité, d'exécuter une décision et que le gouvernement a donné des instructions pour ne pas exécuter. C'est cela qu'on appelle refus d'exécution de décision de justice. L'État en assure la garantie. Sur la seconde affaire, vous n'aurez pas non plus à prendre l'État, le gouvernement à défaut. Parce que, bien entendu, une décision a été rendue par un tribunal de première instance, laquelle décision est susceptible d'appel. L'État qui est parti dans ce procès a interjeté en son temps appel. Ce n'est pas parce que l'État a interjeté appel qu'il a refusé d'exécuter les décisions de justice. Et vous n'aurez pas de praticiens de droit ni d'enseignants qui vous disent que lorsque un plaideur interjette appel, c'est un refus d'exécuter la décision. Il refuse d'acquiescer à la décision. Pourtant que le jugement peut être repris devant une juridiction supérieure, eh bien, il fait valoir ses droits devant la juridiction supérieure. Pour conclure, il ne sera pas reproché une seule fois au gouvernement béninois de constituer un obstacle à l'exécution des décisions de justice. Si on devrait le faire, ce n'est pas ce gouvernement qui le ferait. Vous savez l'histoire récente que nous avons, les comportements que nous-mêmes nous avons combattus. Il ne nous reviendra pas. Et vous n'allez pas le relever que nous nous comportons comme les personnes que nous avions combattues. Oui, monsieur le ministre, on a vu un peu l'attitude du gouvernement, et notamment de son chef, dans la crise au sein des méthodistes, un dossier qui a été jugé par la justice béninoise. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour, un tant soit peu, concilier au niveau des affaires relatives notamment à la Fédération béninoise de football, que celles relatives à la cigarette? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que la crise, notamment au niveau de la FPF, s'estompe? Nous n'avons pas... Premièrement, vous avez bien fait. Hein. D'ailleurs, dans cette affaire, vous n'avez pas eu à reprocher au gouvernement actuel de constituer un obstacle à l'exécution d'une décision de justice qui a été rendue depuis les années 2000. Voyez-vous. Mais, deuxièmement, vous voyez la stratégie du président de la République. Ce qu'il recherche, c'est la paix. La valeur essentielle, c'est la paix. La paix au sein des groupes. La paix au sein des corps. Donc, pour le cas que vous avez soulevé, vous en avez eu les résultats. Mais ce n'est que le début. La paix est difficile à construire. Hein? Ne soyons pas naïfs. C'est au quotidien que nous allons accompagner cela. Et pour une fois, encore une fois, nous voulons remercier toutes les parties, l'Église protestante du Bénin, d'avoir accepté de commencer la démarche de la paix. Que nous allons renforcer, que le président de la République va renforcer, que l'État va renforcer. Parce que la paix dans les religions, c'est la paix dans la nation. Et deuxièmement, vous avez soulevé l'exemple de la Fédération béninoise de football. Vous n'imaginez quand même pas que le président de la République ne fasse rien dans cette affaire. Mais vous n'imaginez surtout pas que n'ayant pas obtenu les résultats auxquels il s'attend, l'un de ses ministres révèle. Ce n'est pas la stratégie qu'il a adoptée pour l'affaire des protestants, ce n'est pas la stratégie qu'il va adopter pour l'affaire de la Fédération béninoise de football. Alors, avant de refermer ce plateau, peut-être laisser le temps à Thierry de poser la toute dernière question. Non, je voulais refermer comme toi. Allez. Alors, on va parler un peu, on va changer de questions, préoccupations et parler du gouvernement et ses 100 premiers jours. Alors, pensez-vous que tout se déroule normalement aujourd'hui, depuis la prise de fonction du président Patrice Talon? Vous savez, lorsque le danseur lui-même ne peut pas rester à la fenêtre et apprécier comment il danse, et je ne peux pas dire que tout se déroule normalement. Ce serait fantaisiste.
Et ce ne serait pas non plus au sens intellectuel et rigoureux de ma part. Mais ce que je veux dire, c'est que tout se déroule passionnément, avec beaucoup de passion. Ces premiers mois, les 100 premiers jours, c'est le temps de l'appréhension des problèmes, des difficultés, de la réalité. Et cette réalité, elle est faite de la manière la plus difficile, la plus douloureuse que soit. L'appréhension, le trou dans lequel nous sommes, les difficultés dans lesquelles on nous a mises. Je veux vous dire encore une fois, moi j'ai fait la campagne sur le mandat unique, je la ferai encore. Quand on laisse une minute de plus à un gouvernement, nos petits-fils payent. L'être humain, c'est un être imparfait. Arrêtons de nous en glorifier. Considérez que nous sommes parfaits. La situation politique fait que le peuple va sanctionner. Ce que nous sommes en train de régler, c'est énorme. De ce point de vue, le président de la République, de jour comme de nuit, les ministres de son gouvernement, de jour comme de nuit, chercher les solutions qu'il faut. Et faire en sorte que le programme qui est le sien, le projet qui est le sien, soit traduit dans les faits. Mais il faut sortir du trou. Il faut venir à la marge. Et le trou, il est abyssal. Il est abyssal au plan économique. Il est abyssal au plan social. Il est abyssal sur tous les plans. Et c'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de passion. Si vous voyez un ministre qui a le temps de siester, il n'est pas dans le gouvernement de Patrice Talon. Chaque jour, chaque heure, vous voyez, et nous le faisons avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes solidaires. Ah, je vais dire comme cela. Nous ne sommes pas solitaires, nous sommes solidaires. Solidaires. Les difficultés des uns sont compensées par le talent des autres. Et le talent des uns, les autres en profitent. Et avec le président de la République, il y a un véritable chef d'orchestre. Nous allons nous en arrêter là. Joseph Diogbenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour un peu faire le tour de ce qui fait l'actualité dans votre département, mais également l'actualité de façon générale, tout ce qui préoccupe les Béninois. Je crois que nous aurons d'autres occasions pour aller plus en détail sur des questions. Merci en tout cas de nous avoir acceptés chez vous. Je vous remercie. Merci, à très bientôt. Merci.